Nous sommes le 23 mai 1901. Ce matin-là, des agents de police se présentent à la porte d'une grande demeure du centre-ville, rue de la Visitation. Une maison bourgeoise imposante, aux volets fermés depuis des années. Les officiers ont reçu une lettre anonyme, quelques lignes seulement. Mais ces mots suffisent à éveiller la curiosité. Et bientôt, l'horreur. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer qu'une femme est enfermée depuis 25 ans dans la maison de Madame Monnier. Les hommes hésitent. Ce genre de dénonciation paraît invraisemblable. Mais en approchant, ils remarquent déjà quelque chose d'étrange. Une odeur lourde, fétide, s'échappant des interstices des volets clos. Ils montent à l'étage, forcent une porte et découvrent ce que la France entière allait bientôt appeler l'affaire de la séquestrée de Poitiers. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en arrière. Blanche Monnier naît le 1er mars 1849 à Poitiers, dans une famille bourgeoise respectée. Son père, Charles Monnier, est doyen de la faculté des lettres de la ville. Un homme cultivé, rigide, soucieux des apparences. Sa mère, Louise Monnier, incarne parfaitement la femme de la haute société. Pieuse, autoritaire, obsédée par la réputation familiale. Le couple a 2 enfants, Marcel, l'aîné, et Blanche, la cadette. Dès son plus jeune âge, Blanche attire les regards. Elle est décrite comme une jeune femme d'une grande beauté, cheveux bruns, yeux clairs, traits fins. Douce, discrète, d'une éducation impeccable. Elle joue du piano, peint, lit beaucoup. Dans les salons de Poitiers, on murmure qu'elle est l'une des jeunes filles les plus courtisées de la ville. Mais sous cette façade de perfection se cache un univers de rigueur et de contrôle. Chez les Monnier, tout est question d'honneur et d'apparence. Louise Monnier ne supporte pas l'idée du scandale. Dans cette maison, on ne parle pas fort, on ne rit pas trop et surtout, on ne désobéit pas. Les années passent. À 25 ans, Blanche n'est toujours pas mariée, un retard inconcevable pour l'époque. Et c'est alors qu'elle rencontre un homme, un avocat d'une 40aine d'années, nommé parfois dans les archives comme Monsieur X ou Émile T. Il n'est pas riche, mais intelligent, éloquent, passionné. Très vite, Blanche tombe amoureuse. Les deux se voient en secret, des lettres s'échangent, des projets se dessinent. Mais quand Blanche annonce à sa mère son intention de l'épouser, la réponse tombe, froide et sans appel. Jamais tu n'épouseras un homme sans fortune. Jamais tu ne salirais notre nom pour un pauvre. Blanche tente d'argumenter. Elle parle d'amour, de liberté, mais rien n'y fait. Louise Monnier est inébranlable. Peu après, l'avocat tombe malade. Il décède en 1885 sans jamais revoir Blanche. Et c'est à partir de là que le mystère commence. Au milieu des années 1870, les amis de Blanche commencent à poser des questions. On ne la voit plus aux réceptions, plus de promenades, plus de musique venant de sa chambre. Sa mère explique, avec un sourire poli, que sa fille est souffrante, qu'elle préfère vivre retirée. Les domestiques, eux, baissent les yeux. Parfois, un voisin croit entendre un bruit, une plainte étouffée derrière les murs. Mais personne n'ose insister. Après tout, les Monnier sont des gens respectables, et peu à peu, le nom de Blanche disparaît des conversations, comme si elle n'avait jamais existé. Ce que personne ne sait alors, c'est que dans une petite chambre de l'étage, aux volets cloués, Blanche Monnier vit encore. Elle ne sort plus, elle ne voit plus la lumière du jour, et ce cauchemar va durer 25 ans. On ne sait pas exactement quand tout a commencé. Les archives parlent de l'année 1876, d'autres de 1864. Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque, Blanche vit encore chez sa mère. Elle aurait exprimé son refus d'abandonner l'homme qu'elle aimait. Un refus vécu comme une trahison. Dans cette maison gouvernée par la matriarche Louise Monnier, ce genre d'insolence ne pouvait rester impuni. Peu à peu, la jeune femme est écartée des repas, de la vie sociale, confinée à sa chambre pour réfléchir. Les jours passent, puis les semaines, et personne ne la revoit. Dans la maison, on apprend vite à ne plus poser de questions. Selon certains témoignages rapportés plus tard par les domestiques, les volets ont été cloués. La serrure de la porte remplacée. À l'intérieur, Blanche dort sur un vieux matelas. On lui apporte de la nourriture, parfois du pain, un peu d'eau qu'on glisse dans la pièce sans dire un mot. La chambre n'est jamais aérée. Les draps ne sont plus changés. Et quand elle crie, sa mère ordonne qu'on n'y prête aucune attention. Elle est folle. Voilà ce qu'on dit. Cette phrase devient le couvercle du secret familial. Folle, donc on la cache.
folle, donc on la tait. Et bientôt, dans la ville, tout le monde oublie jusqu'à son existence. Dehors, la vie continue. Le temps passe, la tri-république s'installe, les inventions modernes arrivent, Poitiers s'illumine au gaz. Mais derrière les murs des Monnier, rien ne change. Blanche est là, prisonnière d'une chambre devenue son tombeau. Les rares domestiques qui entrent dans la maison ne restent jamais longtemps. Certains racontent avoir entendu des pleurs la nuit. D'autres disent avoir senti une odeur étrange venant de l'étage. Mais quand ils osent interroger Madame Monnier, la réponse est toujours la même. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Et dans une France encore marquée par les hiérarchies sociales, personne n'ose contredire une dame de la bourgeoisie. Les années d'enfermement laissent des traces. Dans cette obscurité totale, Blanche perd peu à peu la notion du temps. Elle parle seule, murmure des prières, chante parfois des comptines apprises dans son enfance. Son corps s'affaiblit, ses muscles fondent. Sa peau devient pâle, presque translucide. Dans un coin, une chaise, une bassine, un lit en fer, rien d'autre. Parfois, elle tente d'arracher les planches des volets. Mais à chaque fois, sa mère intervient furieuse. « Tu ne sortiras jamais d'ici !» Cette phrase, Blanche l'entendra pendant plus de 2 décennies. En 1882, Charles Monnier, le père, meurt. Certains pensent qu'il ignorait la situation exacte de sa fille, qu'il croyait aux mensonges de sa femme. D'autres affirment qu'il savait, mais qu'il n'a rien fait. Dans les 2 cas, sa disparition laisse Louise Monnier seule maîtresse de la maison. Et avec elle, le sort de Blanche est définitivement scellé. Dès lors, le silence devient total. Plus personne ne parle d'elle. Plus personne ne demande de nouvelles. Les années 1890 passent. Autour, Poitiers change. Les automobiles apparaissent, le monde avance. Mais rue de la Visitation, les volets de la maison Monnier restent clos, figés dans le temps. Les voisins s'interrogent parfois, pourquoi ces volets ne s'ouvrent-ils jamais? On raconte que Madame Monnier est devenue une recluse, qu'elle vit seule avec son fils Marcel, professeur de droit. Certains curieux remarquent des allées et venues discrètes de domestiques apportant des repas sans jamais expliquer à qui ils sont destinés. La maison semble habitée, mais comme figée dans un autre monde. Personne ne sait que, juste derrière ces murs, une femme maigre, affamée, continue de respirer. Une femme que le monde a totalement oubliée. Et pourtant, un jour, quelqu'un va parler. Une personne anonyme. Un simple courrier, quelques lignes. Mais ces lignes vont tout faire basculer. Poitiers, 23 mai 1901. Le jour vient de se lever sur la ville. Le printemps est doux, la lumière s'étire sur les toits anciens. Au palais de justice, le procureur général André Marnay ouvre son courrier du matin. Parmi les lettres officielles et les dossiers du jour, un pli attire son attention. Une enveloppe sans signature, sans cachet particulier, écrite d'une main tremblée. Il l'ouvre, la lit et reste figé. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer qu'une femme est enfermée depuis 25 ans dans la maison de Madame Monnier, rue de la Visitation, à Poitiers. Elle est à moitié nue, vivant dans ses excréments. Une accusation pareille semble invraisemblable. Une rumeur, peut-être. Une exagération. Mais le procureur hésite. Et puis, quelque chose dans la lettre sonne vrai. Il ordonne qu'on vérifie. Quelques heures plus tard, le commissaire Hénon et plusieurs agents se présentent devant la maison Monnier. La demeure imposante semble déserte. Les volets sont clos. La façade grise, silencieuse. Quand les agents frappent, c'est Marcel Monnier, le fils, qui vient ouvrir. Il a la quarantaine, porte la barbe, parle d'une voix mesurée. Il s'étonne de la visite, dit qu'il ignore tout de cette histoire. Mais les policiers insistent, ils ont un mandat. Après quelques secondes d'hésitation, Marcel les laisse entrer. À l'intérieur, la maison semble figée dans le temps. Des meubles anciens, des rideaux tirés, une odeur lourde de renfermé. Les agents montent à l'étage, guidés par un domestique nerveux. Et c'est là, au bout d'un couloir, qu'ils s'arrêtent devant une porte verrouillée. Dès qu'ils brisent la serrure, une odeur insoutenable envahit le couloir, un mélange de saleté, de pourriture, d'excréments et de chair. L'un des policiers recule, la main sur la bouche, mais le commissaire avance, prend une lampe et entre. Ce qu'il voit dépasse tout ce qu'il a connu. Dans une petite chambre dont les volets sont entièrement clos, gîte une femme, Blanche Monnier. Elle est nue, recroquevillée sur un lit de paille souillé. Son corps n'est plus qu'une silhouette maigre, déformée par l'inaction et la faim. Ses cheveux, longs, emmêlés,
colle à sa peau. Elle ne pèse pas plus de 25 kilos. Autour d'elle, des restes de nourriture pourrie, des détritus, des seaux remplis d'excréments. Les fenêtres ont été verrouillées et barricadées. La pièce est plongée dans la pénombre depuis si longtemps que la jeune femme détourne la tête à la moindre lueur. Quand le commissaire s'approche, elle murmure faiblement « Comment pouvez-vous être venu me chercher ?» Les policiers la sortent délicatement de la chambre. Sa peau est couverte de plaies. Elle n'a pas vu la lumière du jour depuis des décennies. Elle ne parle presque plus. Ses mots sont confus, parfois incohérents. Elle croit que son père vit encore, que le temps ne s'est pas écoulé. Transportée à l'hôpital de Poitiers, Blanche reçoit les premiers soins. Les médecins, stupéfaits, affirment qu'elle a survécu dans des conditions inhumaines. L'un d'eux dira « Nous n'avions jamais vu pareille misère. La malheureuse était couchée sur un matelas noirci par la saleté, vivant au milieu des ordures. » La nouvelle fait l'effet d'une bombe. En quelques jours, toute la France parle de la séquestrée de Poitiers. Les journaux publient les premiers témoignages, décrivent l'horreur de la scène, la folie d'une mère et l'indifférence d'un fils. L'affaire prend une ampleur nationale. Des foules se rassemblent devant la maison Monnier, criant leur colère, réclamant justice. On veut comprendre comment une telle chose a pu arriver, au cœur d'une famille respectable, dans une ville tranquille, sans que personne ne s'en aperçoive. Interrogée par la police, Louise Monnier, alors âgée de 75 ans, ne montre aucun remords. Elle déclare avoir agi pour le bien de sa fille. Elle prétend que Blanche était instable, violente, et qu'elle-même n'avait fait que la protéger d'elle-même. Des propos glaçants. Marcel Monnier, lui, tente de se défendre. Il jure qu'il ignorait la situation exacte de sa sœur, qu'il croyait qu'elle restait recluse de son plein gré. Mais les enquêteurs doutent. Comment ne pas savoir, en vivant sous le même toit pendant 25 ans? À Poitiers, l'affaire provoque un véritable séisme. Les habitants, stupéfaits, se souviennent des volets fermés depuis toujours. Certains jurent avoir entendu des bruits, d'autres disent avoir remarqué des odeurs suspectes. Mais personne n'a rien dit. Le poids des apparences, la peur du scandale et le respect de la bourgeoisie locale ont suffi à étouffer la vérité. Pendant un quart de siècle, une femme a vécu dans l'obscurité, à quelques mètres d'une rue animée. Et personne n'a rien fait. Ce jour-là, quand les policiers referment la porte de la maison Monnier, ils savent qu'ils viennent de mettre au jour l'un des crimes les plus dérangeants de leur époque. Une histoire de silence, de honte et d'obsession. Et pour la première fois depuis 25 ans, Blanche Monnier voit le soleil. Lorsque la presse nationale s'empare de l'affaire, c'est tout un pays qui retient son souffle. Les journaux de Paris, Lyon, Nantes reprennent la nouvelle. Les titres sont brutaux. La séquestrée de Poitiers. Une fille enfermée pendant 25 ans par sa propre mère. En quelques jours, la maison Monnier devient un symbole de l'horreur domestique. Et ce que la justice va découvrir ensuite va plonger la France dans une stupéfaction totale. Le procureur Marnay ordonne une instruction immédiate. Les gendarmes fouillent la maison de fond en comble. Dans la chambre où Blanche a été retrouvée, ils décrivent un spectacle inimaginable. Les murs sont noircis par la crasse, les planches des volets clouées de l'extérieur. Le matelas infesté de vermine. Dans un coin, une assiette à moitié rongée. Sur la table, quelques lettres jaunies par le temps et une odeur persistante, indicible. Les experts confirment que la pièce n'a pas été ouverte depuis des décennies. Blanche aurait été nourrie de restes rarement lavés, privée de lumière, d'air et de contact humain. L'un des médecins dira plus tard, elle a survécu uniquement grâce à la volonté de vivre. Louise Monnier, 75 ans, est immédiatement arrêtée et transférée à la prison de Poitiers. Lors de ses interrogatoires, elle reste calme, presque fière. Elle explique avoir voulu préserver la pureté de sa fille. Selon elle, Blanche aurait été instable, dangereuse, sujette à des crises violentes. Elle affirme « J'ai agi pour son bien. Elle était perdue. J'ai voulu la protéger. » Des paroles glaçantes prononcées sans émotion. Mais la vérité est implacable. Pendant 25 ans, elle a tenu sa propre fille enfermée, sans lumière, sans soins, sans liberté. Marcel Monnier, le fils, est lui aussi interrogé. Professeur de droit à Poitiers, il jouit d'une solide réputation. Pourtant, il vit sous le même toit depuis toujours. Il affirme n'avoir jamais su que sa sœur était dans cet état, qu'il croyait à une maladie nerveuse et qu'il respectait la volonté de sa mère.
Mais les enquêteurs trouvent cela difficile à croire, car Marcel a signé des factures de nourriture, de linge, d'entretien de la maison. Comment ignorer la présence d'une sœur enfermée derrière une porte condamnée pendant un quart de siècle? L'opinion publique, elle, ne doute pas. Pour beaucoup, il est complice. Le 15 juin 1901, à peine 3 semaines après son arrestation, Louise Monnier meurt dans sa cellule. Elle n'aura jamais été jugée. Selon le médecin, elle succombe à une crise cardiaque. Mais certains parlent d'un épuisement moral, d'un effondrement psychique. La femme la plus détestée de France emporte avec elle la moitié du secret. Le procès du frère s'ouvre en novembre 1901 au tribunal de Poitiers. La salle est pleine à craquer. Journalistes, curieux, habitants, tous veulent voir l'homme qui a laissé sa sœur croupir dans l'ombre. Les débats sont houleux. Le procureur dénonce un crime de froid, d'indifférence, le silence complice d'un fils et d'un frère. La défense, elle, plaide la soumission. Marcel aurait vécu sous l'autorité écrasante de sa mère, incapable de s'opposer à elle. Le verdict tombe, 15 mois de prison pour complicité de séquestration. Mais à la surprise générale, il fait appel. Et en 1902, la Cour d'appel de Poitiers l'acquitte. La raison invoquée, aucune preuve directe ne permet d'affirmer qu'il ait eu connaissance de la situation réelle de sa sœur. Marcel Monnier quitte le tribunal libre. L'opinion publique, elle, reste partagée entre indignation et incompréhension. Pendant ce temps, Blanche est toujours hospitalisée. Les médecins s'inquiètent de son état. Son corps est extrêmement fragile, son esprit profondément atteint. Elle parle peu, s'effraie de la lumière, du bruit, des inconnus. À plusieurs reprises, elle demande à retourner dans sa chambre. 25 ans d'enfermement ont fait d'elle une étrangère au monde moderne. En 1903, elle est transférée à l'asile de Blois dans le Loir-et-Cher. Là-bas, elle vit dans un calme relatif, surveillée, soignée, entourée d'infirmières. Elle ne reverra jamais sa maison ni son frère. Elle meurt à l'âge de 64 ans. Sur son dossier médical, on peut lire « Patiente calme, douce, peu communicative ». C'est tout ce qu'il reste de Blanche Monnier après une vie passée entre 4 murs. Après sa mort, le nom de Blanche Monnier tombe peu à peu dans l'oubli. Mais à l'époque, son histoire avait marqué durablement les esprits. Elle avait révélé les dérives d'une société où l'honneur bourgeois valait plus que la compassion, où la réputation d'une famille pouvait justifier les pires horreurs. Et surtout, elle avait montré le pouvoir destructeur du silence, celui des voisins, des domestiques, de toute une ville qui a préféré détourner le regard. Une société où l'on cachait la honte, la maladie, la différence, plutôt que d'y faire face. Dans les registres officiels, on la nomme Blanche Monnier, née à Poitiers, 1849, morte à Blois, 1913. Mais derrière ces dates, il y a une vie volée. Une jeune femme condamnée non pour un crime, mais pour avoir aimé, et une mère dont la folie a pris racine dans la peur du regard des autres. Un drame intime étouffé par la bienséance. Cette histoire, c'est celle d'une société entière. Une époque où l'honneur valait plus que la vérité, où la honte se cachait derrière les rideaux tirés, et où le silence, lentement, tuait. Blanche a payé le prix du regard des autres. Et ce qui fait peur, c'est de se dire que personne n'a rien vu, ou peut-être que tout le monde a vu, mais que personne n'a rien dit. Le mal n'a pas toujours le visage du monstre. Parfois, il porte celui d'une mère, d'un frère, d'un voisin, des gens ordinaires, convaincus d'agir pour le bien. Et c'est sans doute cela qui rend l'histoire de Blanche Monnier si dérangeante, parce qu'elle ne se passe pas dans un film d'horreur, mais dans une maison comme les autres, au cœur d'une ville tranquille, sous les yeux de tous. Si tu as écouté cette histoire tragique jusqu'à la fin, écris dans les commentaires « Lumière ». Pour rappeler qu'après 25 ans d'ombre, c'est tout ce que Blanche cherchait. Et toi, si tu avais vécu à cette époque, dans cette rue, en entendant des bruits étranges derrière ces volets clos, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu osé frapper à la porte? Aurais-tu osé parler? Ou, comme tant d'autres, aurais-tu préféré détourner le regard? À toi d'y répondre. Parce que c'est peut-être là que commence la vraie question. Jusqu'où peut aller le silence quand on choisit de ne rien voir?